Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec David Roussier, dirigeant de la distillerie Waregem, une distillerie bretonne qui a été notamment la première distillerie à produire du whisky 100% français et breton bien sûr. Elle fait figure de pionnier dans ce domaine. Bonjour David. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours personnel et bien sûr sur la distillerie. Donc la distillerie Waregem, c'est une histoire de famille depuis 1900. Elle a été créée par Léon Waregem cette année-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire d'homme et d'alambic ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc oui, ça a été une longue histoire de famille. Ça a démarré en 1900, comme tu l'as dit, avec Léon Waregem, qui travaillait au cadastre et a été muté en Bretagne. Il est tombé amoureux de la région, il a écrit un bouquin sur la côte ici, il a participé à la création du syndicat d'initiative, enfin l'office de tourisme local, et surtout, pour la partie qui nous intéresse, il s'est lancé dans la distillation avec l'élixir d'Armorique, qui est en fait vraiment un produit typique du début du XXe, ces grandes liqueurs de plantes et d'épices, dans lesquels on rajoutait une base alcool et du miel pour faire la base sucrée. Donc c'est le produit qui a permis de lancer la distillerie en 1900. Assez rapidement, on a élargi le portefeuille, toujours dans les liqueurs, cassis, triple sec, menthe. Il y a une époque, on avait 3 sortes de triple sec différents en 3 ou 4 contenants possibles. Enfin, c'était vraiment la grande époque des liqueurs. En 1919, on a le fils Henri Waregem qui est arrivé dans la distillerie et qui a continué ce développement-là toujours en local, toujours sur les liqueurs. C'est vraiment l'époque où en fait dans chaque région de France, dans chaque département, il y avait énormément de liquoristes qui faisaient à peu près tous la même chose. À partir des années 60-61 de mémoire, Henri va céder l'entreprise à son fils, Paul-Henri, du coup le troisième Waregem, sauf que il savait que Paul-Henri serait probablement tout à fait capable de vendre, mais sur la partie gestion, il était moins serein, donc il l'a fortement incité à s'associer avec quelqu'un qui pour le coup avait fait ses preuves en matière de gestion, qui était Yves Lézour, qui gérait une entreprise de semences à l'époque. Et donc ensemble, ils vont, pour le coup, vivre pas mal de bouleversements, parce que on va voir arriver la grande distribution à la fin des années 60. Ouais. Ils vont déménager la distillerie en 74. Il va falloir commencer à embouteiller vraiment encore plus qu'avant, puisque avant on faisait beaucoup de vrac qui étaient revendus à des négociants en vin, qui du coup allaient embouteiller derrière. Et en fait, c'est l'époque, les années 70, où justement, grâce à la grande distribution, on va dire les liquoristes les plus importants, type Giffard, Vedren, Cartron et autres, vont devenir progressivement des marques nationales, distribuées dans toute la France. Et les petites distilleries locales comme la nôtre vont commencer à avoir vraiment beaucoup de mal. Ce qui fait qu'à la fin des années 70, la distillerie se porte vraiment pas bien. Je pense que la survie de la distillerie était en jeu à certains moments. Et à ce moment-là va arriver Gilles Lézour, le fils de Yves. Donc progressivement, il y aura eu un petit switch de famille. Ouais. Et lui, globalement, l'enjeu il est très très simple. C'est soit il ferme proprement l'entreprise, soit il trouve un moyen de la relancer. Et alors fort heureusement, il sera plutôt la deuxième option. Il va partir du principe que
une distillerie régionale, elle a d'avenir que finalement à faire des produits régionaux, identifiés régionaux. Et donc il va progressivement lancer le Chouchen. Chouchen, produit ethnique breton quasiment. Ouais. Après, il va lancer le whisky. Ensuite, il va s'intéresser à la pomme, puisque la Bretagne est quand même une grande région de pommes. Et ça va permettre de sauver la distillerie, de la relancer et d'investir dans ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est le whisky. Ok. Donc oui, c'était un pari audacieux quand même. C'était parce que c'est comme c'était la première distillerie de whisky, c'était quand même aller dans un terrain complètement inconnu. C'était un pari complètement dingue et en fait à chaque fois que je prends 2 secondes pour prendre un peu de recul sur l'histoire de cette distillerie, je me dis que c'était quand même complètement cinglé de faire ça et je suis moi-même je suis pas sûr d'être capable de faire des choix aussi radicaux. Enfin, il faut imaginer que voilà, personne fait du whisky en France. La définition du whisky, elle existe même pas. Hein. On est avant 89, donc le whisky, il y a pas besoin de le faire vieillir. Voilà, ça peut être grosso modo à peu près n'importe quoi. Ouais. Et du coup, il va se lancer là-dedans. Alors, la décision est assez logique. Hein. En fait, justement, comme il cherchait un marché porteur pour relancer la distillerie, le whisky étant un très gros marché en France, il y a une certaine logique. La Bretagne, on partage les racines celtes avec les Écossais et les Irlandais, et s'il y a un spiritueux emblématique des Celtes, c'est bien le whisky. Et puis voilà, le déclencheur, c'est la Garden Party de l'Élysée en 83, où il y a un pseudo whisky français qui est servi, qui s'appelle le Biniou, et du coup ça va vraiment leur mettre la puce à l'oreille à Gilles et à son commercial de l'époque, Bernard Lepalec, et puis c'est comme ça que ça démarre. D'accord. Et donc toi, tu es le successeur de Gilles Lézot. Oui, tout à fait. C'est mon beau-père. Ouais. Donc ça reste familial. Et comment s'est fait ton apprentissage et la transmission entre lui et toi? Alors ça a pris un peu de temps. On a travaillé 7 ans ensemble, ce qui était pas une mince affaire. Mais justement, ce qui était super agréable, c'est qu'on se complétait vraiment bien. En fait, un jour, il a évoqué l'idée justement de la suite de la distillerie. Ma belle-sœur et mon épouse étaient intéressées, mais bon, voilà, sans plus. Alors que pour le coup, moi, j'ai clairement sauté sur l'occasion. C'était gérer une petite entreprise comme ça, qui a une quinzaine de personnes, un produit plutôt sympa. Ça m'attirait. C'était ce que je voulais faire. Et par contre, je suis arrivé ici, je connaissais rien à rien. Enfin voilà, faut être honnête. Les spiritueux en général. Les spiritueux en général, je pense que si je me replonge à l'époque, je devais peut-être boire un peu de vin, un peu de bière, mais les spiritueux, c'était vraiment pas mon domaine. Donc il a fallu tout apprendre sur le tas. J'ai passé, je pense les 6 premiers mois à la distillerie, j'ai travaillé en production, comprendre ce qu'on faisait déjà et comment on le faisait. Et puis la chance que j'ai eue en fait, c'est comme je suis arrivé et qu'il n'y avait pas, je suis pas venu prendre un poste en fait à la distillerie. Je suis arrivé parce que progressivement on envisageait une transmission. Mais il n'y avait pas de poste très clairement défini, donc j'ai eu en fait pas mal de temps disponible sur les 2 premières années pour me former, pour découvrir, rencontrer du monde, voyager en Écosse. Et ça a été, pour le coup, là, c'est là qu'est née la passion pour le whisky. D'accord. Parce que j'y connaissais rien et j'ai découvert un monde qui était absolument incroyable. Et qu'est-ce que tu faisais avant alors ? Moi, j'avais fait une formation assez classique, école de commerce, avec une spécialisation plutôt sur la partie audit, comptabilité, et j'auditais les comptes des banques à la frontière suisse. D'accord. Donc, tu savais pas du tout à l'époque que tu allais finir par travailler dans une distillerie ? Non, et puis alors ça, c'est vraiment une question que je me pose de temps en temps.
enfin souvent quand je parle justement de mon parcours, parce que j'ai rencontré du coup mon épouse pendant les études et j'ai fait un stage en deuxième année, on parle de 2001. J'avais fait mon stage commercial à la distillerie pendant 2 mois, Okay. où j'avais fait le tour de la grande distribution pour vendre de la fine Bretagne à l'époque. Mais je pense que entre ce moment-là, ce stage-là, et le jour où il est venu parler de la suite, de l'aventure, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ce qui est un peu paradoxal quand même. Et non, c'est vraiment le jour où il en a parlé, où je me suis dit, ben oui, évidemment, c'est ça que j'ai envie de faire. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là? Le monde du whisky. Alors, je pense que il y a eu 2 rencontres vraiment qui m'ont pas mal marqué. La première, c'était Whisky Live à Bordeaux en 2010. C'était l'époque où ils faisaient encore des Whisky Live en province. Ouais. Et là, j'étais sur un stand avec le tout premier distillery manager de Kilchoman. D'accord. Ouais. Qui était un type qui avait bourlingué pendant 40 ans dans le monde du whisky, et puis juste, on va dire, avant sa retraite, il était parti dans l'aventure Kilchoman, et il m'a accueilli avec énormément de bienveillance, il m'expliquait plein de trucs. Là, à l'époque, je savais absolument pas parler de whisky, enfin, c'était hyper léger en termes de connaissances. Il m'a invité à venir le voir, puis bon, moi, en général, quand on m'invite... j'accepte. donc je suis allé après sur Islay, passer un peu de temps, visiter la distillerie, discuter avec lui. Donc ça a été vraiment le premier moment, et ce côté très ouvert, très transmission, Ouais. qu'il y avait. Et j'ai revécu un peu la même chose avec Jim Swan, puisqu'on a travaillé avec ce consultant écossais qui est assez connu, 2010, 11, 12 notamment. Et pareil, on a passé énormément de temps, parce que je le baladais jusqu'à l'aéroport de Brest, ou jusqu'à la gare des fois. Enfin, je faisais tous les transferts en voiture, et on a énormément parlé. Et avec lui, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai découvert un peu ce qui se passait aussi derrière. C'est-à-dire que c'était pas, j'ai fait un certain nombre de visites, on va dire touristiques en Écosse. Ouais. Mais là, il disait un peu ce qui se passait derrière. Et ça, c'était hyper intéressant. On a beaucoup bossé techniquement aussi sur qu'est-ce que c'est qu'une distillation, qu'est-ce que c'est qu'un brassage. Enfin voilà, vraiment, avec lui, j'ai vraiment appris ce que c'était le whisky. Et ce que je trouve vraiment incroyable en Écosse, c'est que on a toujours eu les portes grandes ouvertes. Enfin, un jour, je visitais Bruichladdich, je tombe sur Jim McEwan, qui était quand même, en tout cas à l'époque, pour moi, c'était un grand monsieur. Donc je me présente, bonjour David, je viens de reprendre une distillerie qui fait du whisky. Il m'a dit, ah c'est génial. Et là, après, pendant 3 heures, on est allé faire le tour des chais avec lui, on a goûté des trucs dans les chais. Enfin, c'était complètement improbable. Et ça, je l'ai vécu dans pas mal de distilleries. Je l'ai vécu chez Ben Romack, je l'ai vécu chez Wolfburn, et toujours très très accueillant. Et puis des gens qui se prennent pas trop au sérieux, quoi. Moi, Ouais, c'est très humble. c'est un milieu très humble, très très authentique, et qui correspond bien, je trouve, et à l'Écosse et à la Bretagne. Enfin voilà, il y a des valeurs qui se rejoignent. Moi, j'avais l'image du vin et des spiritueux de salon avec des gens en costard cravate. Bon, bah dans le monde du whisky, c'est pas un costard cravate, quoi. Ouais. Bon, il y a certaines marques, mais Oui. Et puis la passion prend le dessus quand même dans les spiritueux, donc ça crée des échanges qui sont très authentiques, ouais, finalement. ouais, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'essaye de maintenir, c'est-à-dire qu'au Whisky Live, j'essaye de faire le tour aussi, d'aller goûter plein de choses. Les visiteurs qui viennent sur le stand Armorique et à qui je parle d'Armorique, je leur demande aussi qu'est-ce qu'ils ont goûté d'autre de sympa. Oui. Et puis on échange des petits tips pour savoir sur quel stand il faut aller, où est-ce que sont cachées les belles bouteilles.
et être capable de parler du monde du whisky en général, je pense que c'est vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre la passion entre les amateurs de whisky en général et Armorique en particulier. Super. Et tu nous as parlé de l'élixir d'Armorique tout à l'heure, puisque donc la distillerie a lancé sa gamme de whisky évidemment, mais il y a aussi donc des liqueurs qui continuent à être produites. Qu'est-ce que c'est comme produit au départ, et est-ce que la recette a évolué au fur et à mesure du temps? Alors oui, la recette a évolué, je dois l'avouer. Bon, après c'est pas vraiment un secret, hein. La recette d'origine, alors il y a même, ça c'est Paul Henry qui m'a raconté ça, a priori il y a même une espèce de controverse comme quoi probablement, peut-être, la recette aurait été inspirée d'une dame qui vendait des sachets qu'on faisait infuser dans l'alcool pour faire des liqueurs justement à l'époque, et il se serait inspiré ou il aurait volé la recette initiale de l'élixir d'Armorique. Donc la recette initiale, c'était donc un assemblage de 36 plantes avec du miel et de l'armagnac. D'accord. Alors les 36 plantes, on respecte toujours la recette d'origine. Elle est sécurisée. Il y a un petit tableau manuscrit qui est collé sur un vieux calendrier dans un coin de la distillerie. Enfin, c'est complètement improbable. On n'est pas du tout dans le truc au coffre et tout. Et par contre, c'est vrai qu'on a fait évoluer la recette. On a mis du whisky à la place de l'armagnac. D'accord. À une certaine période, ce qui nous a été reproché. Il y a des fanatiques de l'élixir d'Armorique qui nous sont tombés dessus. Et là, la dernière évolution en date, c'est que l'élixir d'Armorique était vert. Ouais. Et on a arrêté de le colorer, parce qu'il était vert du fait des colorants, et on a arrêté de le colorer, et c'est pareil, ça a créé un peu de remous parmi les quelques consommateurs. Et du coup, vous pouvez utiliser votre propre whisky d'Armorique. C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment, on essaye de le présenter un peu plus comme une liqueur de plante avec du whisky et du miel. Un petit peu, en fait, c'est un peu un pont entre Chartreuse et Drambuie. D'accord. Ah ouais. Intéressant. Et donc tu m'as parlé également du chouchen breton. Alors même question, qu'est-ce qu'il y a dans cette boisson? Alors le chouchen, c'est hyper simple, c'est du miel, de l'eau et des levures. Ouais. On met tout ça dans une cuve. Les levures se consomment le sucre et le transforment en chouchen, en hydromel. Donc ça s'apparente finalement à une vinification un petit peu de raisin, sauf que là c'est du miel. D'accord. Donc ça fait un apéritif qui titre 13% d'alcool. Ouais. Et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est pas forcément aussi sucré que ça. Nous on fait des chouchens qui sont plutôt demi-secs. Donc évidemment, ça sent le miel, ça sent un peu la cire d'abeille, mais c'est pas aussi sucré que ce que les gens peuvent penser. D'accord. Et ça, c'est vraiment le produit qui a relancé la distillerie. Le jour où on a lancé ce produit-là, comme c'est pas si compliqué que ça à fabriquer, enfin il n'y a pas besoin d'installation très très compliquée. On a été capable assez rapidement de le faire dans des volumes conséquents qui ont permis justement de renflouer un peu la distillerie. D'accord. Et ça, c'était sous l'impulsion de Gilles Lézour aussi ? Oui, tout à fait. C'est le premier produit qu'il a lancé en arrivant. C'est-à-dire que lui a dû prendre ses fonctions en 81 et tout de suite après, il a lancé le chouchen, le whisky n'étant arrivé qu'à partir de 83. D'accord. Et donc 1983. Donc c'est une date importante pour la distillerie, mais aussi pour le whisky français, puisque c'est le premier whisky français. La volonté de départ, c'était de créer aussi un whisky qui reflète le territoire breton.
Alors, pour être tout à fait honnête, en tout cas pas à cette période-là. Ouais. C'est arrivé après. C'est arrivé après, à partir du moment où on a vraiment construit une distillerie dédiée au whisky. Et ça, c'est plutôt 93-94. D'accord. Au tout début, l'idée, c'est vraiment de faire un produit qui réponde à une demande, sur lequel il y a un marché qui est porteur. Et comme on avait déjà un peu les contacts en grande distribution, c'est vrai que on a bénéficié de tout ça. Le produit initial, c'est pas un secret, hein. Il y a une partie qui était importée d'Écosse notamment, Ouais. la partie de whisky de Malte. Et puis surtout, il y avait le début, le vieillissement n'était pas forcément de 3 ans minimum. Enfin, voilà. Donc, à cette époque-là, on n'était pas du tout dans des considérations de faire spécifiquement un whisky qui reflète la Bretagne. C'était du whisky assemblé en Bretagne, vendu par des Bretons. C'est plus tard qu'on est rentré dans cette notion on va dire, d'origine géographique. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez donc créé la gamme Armorique. Oui, une fois qu'on a eu la distillerie, donc avec les alambics pot still, avec la brasserie. Donc ça, c'est 94, la fin des travaux. Et donc on commence là à distiller notre propre whisky de Malte. Et à partir de ce moment-là, on va effectivement lancer Armorique. La date, en fait, toutes ces dates-là sont importantes pour la distillerie. Maintenant, 98, le jour où on sort Armorique, pour le coup, c'est quand même vraiment le moment le plus important, il y a 25 ans. Et juste peut-être un petit aparté quand même sur la construction de la distillerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour trouver des alambics, il suffit de taper dans Google alambic à vendre. Vous allez trouver des alambics de portugais, par exemple. On en voit beaucoup, très ronds, avec un chapiteau très rond. Vous avez des alambics de Cognac, vous avez des alambics en Alsace, etc., etc. Faut bien voir qu'à l'époque, dans les années 90, c'était pas trop ça le plan. Et il y a aujourd'hui des alambics de toutes les tailles. Il y a combien d'alambics dans la distillerie de whisky? Alors on en a 2 pour le whisky, et on en a un à colonne pour l'eau de vie de cidre, et un en inox pour les liqueurs, et le gin. Mais surtout, ceux qu'on a pour le whisky, ils sont énormes. Ils sont énormes. Le premier fait 50 hectos, le deuxième 35, ce qui aujourd'hui, même dans les nouvelles distilleries écossaises, ils font des alambics plus petits, quoi. D'accord. Et vous les avez trouvés où finalement? Alors ils ont été le projet initial devait se faire à Cognac, et puis ça s'est pas fait parce qu'ils voulaient pas faire des alambics à vapeur. Donc mon beau-père est allé en Écosse, parti bosser avec un consultant et puis des fabricants d'alambics là-bas, et finalement ils se sont embrouillés pour une obscure histoire de garantie bancaire et de choses comme ça. Du coup il est reparti avec ses plans sous le bras, donc clairement des plans d'alambic écossais, et il a finalement trouvé un partenaire à Cognac qui a accepté de faire des alambics à vapeur. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a un profil aromatique qui est en fil rouge de tous les whiskies Armorique? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique? Oui. L'objectif d'Armorique, c'est vraiment le fruit, et la forme de nos alambics nous donne quelque chose qui est très riche, qui a beaucoup de texture, beaucoup de corps, et un côté un petit peu presque un peu huileux, qui donne vraiment une belle matière. Et en fait, la conjonction des deux fait que jeune, on arrive à faire des whiskies qui sont vraiment intéressants. Et plus ils vieillissent, plus ils vont se patiner, plus ils vont s'enrichir. Et ils tiennent vraiment bien le vieillissement aussi. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme whisky dans la gamme aujourd'hui, dans la gamme Armorique? Alors dans la gamme Armorique aujourd'hui, on a 2 blends. Ouais. On a 3 références Armorique vraiment complètement séparées pour la grande distribution. On en a 2 dans ce que nous on appelle les biscuiteries en Bretagne, biscuiterie épicerie fine. D'accord. On a 2 références, alors sous le nom Iroise, qui sont vendues dans le réseau Biocop.
Ouais. Et puis après, sur la gamme armorique, on va dire caviste, la gamme premium, on a aujourd'hui quasiment 5-6 références. D'accord. Donc ça commence à faire une jolie famille, ouais. Ouais. Et il y a d'autres références à venir? C'est en cours de développement ou Oui, évidemment. Évidemment. Après, si je m'écoutais, j'en sortirais tout le temps, parce qu'on a plein de trucs. On a plein de trucs à sortir, on a plein de trucs à montrer, on a plein de petites expériences sympas qu'on a fait. À un moment, il faut essayer quand même de garder une cohérence et que les gens arrivent quand même à peu près à se retrouver dans notre gamme. Ouais. On fait des partenariats avec des festivals de musique en Bretagne, on fait des single casques avec soit nos distributeurs, soit des cavistes. Enfin voilà, on a déjà beaucoup de choses qui sortent. Donc ouais, il y a plein de trucs à sortir. Mais quoi, je ne sais pas encore. Il faut faire un peu de tri d'abord. Exactement. Ok. J'ai vu d'ailleurs que Distillery faisait aussi des bières. Oui, tout à fait. Du coup, c'est le savoir-faire brassicole qui était nécessaire pour le whisky qui t'a donné envie de développer cette gamme-là aussi. Oui, c'est exactement ça en fait. Donc autant on a parlé des alambics tout à l'heure qui ont été écosso cognacais. Et par contre, toute la partie brassage, ça a été développé avec l'Institut français de la brasserie et de la malterie à Nancy. D'accord. Dans une optique de faire du whisky. Mais au tout début des années 2000, on s'est dit finalement, on a l'outil, pourquoi pas aussi faire un petit peu de bière. En fait, on a fait partie aussi des gens qui ont relancé un peu le renouveau de la bière en Bretagne. Alors pas du tout dans les mêmes proportions que Lancelot, Brit et Coref, mais bon, on a fait partie aussi de cette aventure-là. On n'a jamais été des grands brasseurs dans le sens où les volumes ont jamais vraiment décollé. Mais on continue à faire de la bière. D'accord. On a une blonde, une ambrée, et puis on en a deux qui sont un peu plus spécifiques. Une dans laquelle on rajoute du chouchen et l'autre du whisky. D'accord. Ah oui. Ouais, c'est marrant parce que pour beaucoup de distilleries françaises de whisky qui se créent, c'est plutôt l'inverse. Ils commencent par faire de la bière et après ils disent tiens, ce serait marrant d'essayer de distiller. Donc là, c'était complètement l'inverse. Là, c'était exactement l'inverse. Ouais. C'était exactement l'inverse. Vu qu'on avait l'outil, on s'est dit pourquoi pas. Okay. Et à l'époque, on brassait aussi un peu différemment nos whisky, donc il y avait encore plus de proximité entre les deux produits. Ouais. Et on utilisait le même malt. On utilise toujours le même malt d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était un malt qui était légèrement tourbé, qu'on utilisait pour faire armorique. Et on utilisait le même pour la bière, ce qui lui donnait une petite typicité supplémentaire. D'accord. Et l'indication géographique whisky breton et l'AOC Fine Bretagne ont été consacrés en 2015. Oui. Si je me souviens bien. Est-ce que ça a été compliqué pour obtenir ces garanties de qualité ? Non, pas du tout. Non, si, effectivement, ouais. Alors, Fine Bretagne et Pommeau de Bretagne, parce que Pommeau de Bretagne aussi est une AOC. D'accord. Je suis un peu moins à l'aise pour en parler parce que c'est plus mon beau-père qui a géré ces dossiers-là et qui date. Enfin, c'était on va dire une normalisation du dossier en 2015, mais le dossier était déjà bien entamé. Il y a eu pas mal de bisbilles en Bretagne, notamment entre le sud du Finistère et les Côtes d'Armor. Je crois que le père des frères Lelay et mon beau-père se sont pas mal embrouillés sur le sujet du Pommeau de Bretagne et de la Fine Bretagne. Le whisky, pour le coup, c'est un peu plus moi qui ai porté ce dossier-là. Ça a vraiment pas été simple. Parce qu'au début, quand on a démarré, on était 4-5 autour de la table. Et puis il y a eu une réunion qui s'est pas très bien passée. Au final, je me suis retrouvé tout seul, et donc on a essayé de faire avancer quand même un peu le dossier. Et puis après, je pense que ce qui a un peu tout déclenché, c'est qu'on s'est un peu réconcilié avec justement avec les frères Lelay. Et eux sont revenus dans l'aventure, et à partir de là, on a pu reconstruire le dossier whisky breton. Mais ouais,
En fait, c'est toujours un peu compliqué ce genre de dossier d'IG ou d'AOC parce que c'est censé être une photographie en fait du savoir-faire de chacun à un moment donné. Mais forcément, il y a des gens qui veulent que ce soit comme eux se sont spécialisés sur le très très haut de gamme, ils aimeraient bien que le cahier des charges sanctuarise ce qu'ils ont fait de très très haut de gamme. Nous, c'est vrai qu'en face, on avait aussi le WB, et le WB, c'est un blend qui est vendu 15 €, donc forcément, il répond pas aux mêmes définitions, mais il mérite, en tout cas, selon moi, il mérite aussi de s'appeler whisky breton. Dans le whisky aujourd'hui, dans le Scotch whisky, vous avez des blends d'entrée de gamme, vous avez des bouteilles qui se vendent bientôt 1 million d'euros. Il faut de la place pour tout, c'est pas parce qu'un cahier des charges est ouvert qu'il empêche les gens de faire mieux. Et ça, c'est ce qui est souvent un petit peu compliqué des fois à faire comprendre, c'est que l'idée, c'est vraiment de faire le minimum légal pour avoir le droit de s'appeler whisky breton, c'est ça. Mais après, rien ne vous en faire beaucoup mieux, quoi. Le minimum légal, en Bretagne, c'est il faut être installé en Bretagne, ça c'est quand même pas idiot. Il faut maîtriser les opérations à partir de l'achat du malt jusqu'à la mise en bouteille, maîtriser les opérations sur le même site, donc brasser, distiller, vieillir, etc. Et puis il y a le lien avec évidemment le climat breton et l'eau dans le sous-sol breton aussi. Ok. Bon, au moins c'est fait. Absolument. C'est fait, et puis là c'est en train de bien évoluer, puisque la dernière réunion on était 10, et notamment une des distilleries avec qui ça avait été particulièrement chaud au début de l'IG Whisky Breton, finalement est revenu un petit peu dans la démarche, et maintenant tous les principaux opérateurs du whisky en Bretagne sont tous alignés pour que le whisky breton reste la référence du whisky en France, quoi. Ok. Oui, c'est important. C'est important, et puis on a, je pense que pour le coup, on a une approche du whisky qui est un peu différente. Alors, il y a d'autres gens en France qui ont un peu une approche similaire à la nôtre, mais tout le monde ne l'a pas. Et je pense que c'est important de dire pourquoi. Et puis après, la Bretagne, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension géographique qui fait que, de fait, on se différencie du reste. D'accord. Et tu es breton, toi, au départ ? Alors, il y a débat, parce que je suis né à Nantes quand même au nord de la Loire même. Donc bon. Pas très loin. Ça va, mais effectivement, non. Après, j'ai grandi, j'ai pas grandi en Bretagne, j'ai grandi du côté de Niort. Mais je suis breton d'adoption, et ce que je dis toujours aux Bretons qui refusent de me reconnaître la nationalité bretonne, c'est que ça fait quand même, pour le coup, 14 ans que je porte assez haut les couleurs de la Bretagne. Ok, super. Et donc ces dernières années, l'actualité de la distillerie a été très riche, avec des travaux d'agrandissement, le label d'entreprise du patrimoine vivant aussi, ou encore la création d'un nouvel espace d'accueil du public. Toi, aujourd'hui, dans 10 ans, tu te vois où avec Varengen ? Ça, c'est une très très bonne question. Dans 10 ans, je me vois où avec Varengen ? Alors, dans 10 ans, on aura... si dans 10 ans, j'aurai quel âge ? 51, ce sera encore un peu tôt, mais en fait, la blague, c'est un peu... On a racheté les anciens abattoirs de la ville de Lannion pour faire différents projets dedans, et notamment, là, on vient d'ouvrir une tonnellerie. Et puis, on a 2 autres projets dans l'abattoir. Un qui est d'ouvrir une micro-distillerie, en fait, transférer une partie des activités de la distillerie, et puis redonner aussi de la place vraiment à toutes les expériences qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie d'essayer. Et à côté de ça, on voudrait faire un whisky pub, un vrai whisky pub pour les fans de whisky, mais pas que. Et la blague, c'est un peu ce que je dis, c'est que voilà, quand les gens ici à la distillerie en auront marre de moi, je serai devenu un vieux con, j'irai me planquer derrière le bar du pub. Donc
Donc ça peut être ça peut être ça. Après, dans 10 ans, c'est un peu tôt, mais non, dans 10 ans, moi j'espère, un des trucs que j'espère vraiment, c'est qu'on aura trouvé une solution pour décarboner notre activité, réduire au maximum nos consommations, notre empreinte sur l'environnement. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des projets stratégiques très très ambitieux. Nous, notre projet stratégique, il est très clair à la distillerie, c'est réduire nos consommations d'eau, décarboner notre distillation. Et une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, éventuellement, on s'autorisera à envisager d'autres développements stratégiques, mais aujourd'hui, le cœur du sujet, il est là, quoi. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, David. J'ai une dernière question avant de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux, tout spiritueux confondu? Wow. Ouais, alors, en fait, ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur ma découverte de l'Écosse. Je me rappelle qu'à ce fameux Whisky Live de 2010, je vais pas dire que c'est l'un des premiers whisky que j'ai dégusté, mais pas loin. C'était Kilchoman, la série des inaugural release. Et ça devait être celle du printemps, un truc comme ça. Enfin, ça venait juste de sortir. Et pour le coup, moi qui connaissais pas trop le whisky tourbé, enfin, je connaissais déjà pas le whisky, mais le whisky tourbé encore moins. Du coup, effectivement, j'ai pris une petite claque à ce moment-là. Puis ouais, c'est ça qui a lancé un peu le truc, parce que effectivement, ça a ouvert le champ des possibles sur le monde du whisky. Après, il y en a une autre qui est un peu plus rigolote. C'est la première fois que j'ai rencontré donc le grand-père de mon épouse, qui gérait la distillerie avant mon beau-père, et qui lui était vraiment pas pro whisky à la base quand mon beau-père s'est engagé là-dedans. Et je pense pas que ce soit lié forcément les deux trucs, mais la première fois que elle m'a présenté à son grand-père, on est allé chez lui et il m'a servi mais c'était un verre à long drink. Et il m'a mis, je sais pas, un bol de whisky. Je sais pas à quel âge j'avais. Je devais avoir, j'en sais rien, 21 ans, un truc comme ça. Ça a dû dépendre de l'atmosphère. Par politesse, je me suis senti un peu obligé, quoi. Et ouais, ça a été chaud. En plus, je suis presque sûr que c'était pas du whisky d'ici. Et puis, t'as terminé tout le verre? Politesse oblige, ouais. Ok. Super, merci beaucoup David pour cet échange. C'était très intéressant de découvrir ta démarche, ton parcours et les avancées de la distillerie Waregem. Merci à toi pour cet échange. C'était un plaisir, et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.